Florian Philippot, le vice-président du Front National, est l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Votre parti, sa place, alors premier ou au coude à coude avec l'UMP, semble l'enjeu numéro 1 des élections départementales dont le premier tour se déroule dimanche. Toute la campagne tourne autour de vous. Avec moi ce soir pour vous interroger, Nadège Puljac de l'agence France Presse, notre partenaire comme chaque semaine, et Perrine Tarnot de Public Sénat. Pour le patron des sénateurs UMP, Bruno Retailleau, le FN fait campagne pour son parti et pas du tout pour les départements. Il l'a déclaré ce matin. Est-ce que votre ambition première, effectivement, n'est pas de décrocher la pole position ? Non, notre ambition, c'est effectivement d'incarner l'alternative dans ces élections départementales. Je crois même qu'on est le seul mouvement qui fait campagne sur les départements et les politiques des départements. Je n'ai pas entendu le gouvernement, c'est le moins qu'on puisse dire, avec M. Valls qui parle de tout sauf des départements, et ni l'UMP d'ailleurs qui est très absent du terrain, parler de l'enjeu fondamental, et notamment la survivance, l'existence même du département. Voilà. Ce sont des comme thèmes collectivité. Qui sont abordés, celui-ci et d'autres, par tous les candidats de l'UMP et du PS sur le terrain. Le Front National, lui, il souhaite que le département existe demain comme collectivité de proximité. On sait qu'il est menacé par la réforme territoriale, bien sûr, la loi NOTRe, qui fixe comme horizon les grosses régions qui sont prévues, qui sont déjà actées, les grosses régions fusionnées, qui seront très lointaines, qui seront très coûteuses. Et le département, lui, il est menacé à l'horizon 2020. On sait même, par M. Da Silva, qui est le patron des socialistes de l'Essonne, le suppléant de M. Valls, que le département, il nous a dit, il disparaîtra à moyen terme. Voilà. Nous, on se bat dans cette campagne départementale, d'abord pour que le département existe, parce qu'on pense que s'il n'existe plus, alors des millions de Français, dans la ruralité, dans les petites villes aussi, disparaîtront, sortiront des écrans radars, des politiques publiques, notamment les politiques de solidarité, mais on en reparlera. Effectivement, on en reparlera avec Nadège tout à l'heure. On ira plus avant dans votre campagne pour les départements. Donc pour les sauver, dites-vous. Qui peut penser que Mme Le Pen incarne l'alternance ? Vous dites que vous voulez incarner l'alternative. Eh bien, Nicolas Sarkozy lance cette phrase ce matin dans Nice Matin. Elle incarne non pas l'alternance, mais une colère. Elle surfe sur une souffrance. Elle ne construit rien. Seul l'UMP peut changer vraiment les choses, assure son président. Pour qui voter FN ou voter PS, c'est l'assurance que rien ne change. Il ressasse, Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il faudrait qu'il change de disque. Il ressasse, il dit toujours la même chose, puis ça n'avance pas. Qui peut croire que Nicolas Sarkozy incarne le changement ? Nicolas Sarkozy a été au pouvoir pendant 10 ans, ministre de l'Intérieur, puis président de la République. Il avait la possibilité de tout changer. Il s'est fait élire sur des promesses assez précises quand même en 2007. Je le rappelle. Limitation de l'immigration, plus d'ordre, le Karcher, je ne vais pas avoir la cruauté de rappeler tout, mais Schengen qu'on devait réformer, redonner du pouvoir aux Français par rapport à l'Europe, le travail, le président du pouvoir d'achat, la valeur travail. On a vu ce qu'il en a fait. Ça a été une catastrophe absolue. La dette a même explosé de 600 milliards sous son mandat. Il n'a pas réduit l'immigration. Le Karcher s'est transformé en vaporisateur et rien n'a changé. Donc Nicolas Sarkozy me paraît grillé dans la vie politique française. Je pense que c'est pas simplement un retour raté. Je pense qu'il est démodé. Véritablement démodé. Et je précise que dans la troisième partie, pour le coup, tout à l'heure avec Perrine, on abordera votre programme national, sur lequel on a beaucoup de questions à vous poser. Il y a un autre angle d'attaque contre vous qui est développé par Manuel Valls, outre l'impasse économique et sociale qu'il a évoqué hier soir dans l'Essonne, c'est la stigmatisation. Et si ce choix du Premier ministre se révèle contre-productif, est-ce que vous allez demander la tête du Premier ministre ? Mais évidemment, déjà je remarque, vous me citez sénateur UMP, Sarkozy, Valls, ces gens-là ne font que critiquer le Front National, ils parlent peu de leurs projets, de leurs propositions et de leurs programmes. C'est quand même la première chose qu'on peut noter. Ils sont obsédés tous par le Front National. Bon. Ça vous sert. Non, mais ça c'est leur problème, ce sont leurs obsessions. C'est à votre avantage, peut-être. Ça prouve qu'on est le centre de gravité de la vie politique française, peut-être parce qu'on est les seuls à lancer des grands débats de fond, c'est vrai. Si on n'était pas là, on parlerait quand même de beaucoup moins de choses dans la vie politique française, sur les sujets de fond comme l'Europe, l'islamisme, la laïcité, ou bien d'autres, on pourrait y revenir également. Pour répondre à cette question-là, d'abord de la part d'un Premier ministre, excusez-moi, mais l'emploi du terme, je revendique de stigmatiser un parti politique, et donc, qu'il le veuille ou non, les 30% d'électeurs qui s'apprêtent à voter pour lui, les millions de Français, de ses compatriotes à lui, qui croient aux idées du Front National, qui sont patriotes et qui votent pour lui, c'est juste inadmissible. C'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un chef de gouvernement. On aura appris au moins pendant cette campagne, et c'est intéressant de l'avoir appris, que Manuel Valls n'est pas un homme d'État. Et c'est Jean-Marc Ayrault, donc son prédécesseur, qui a raison, car il reproche finalement à Manuel Valls de vous avoir mis au centre de la campagne des départements. Vous donnez raison à
Oui, Jean-Marc Ayrault, je pense, a bien vu de ce point de vue-là, effectivement. Mais et ce qu'il veut dire en creux, et je pense qu'on sera d'accord avec lui, c'est que Manuel Valls n'est pas un homme d'État. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un homme d'État. J'ai cru comprendre qu'il visait des fonctions encore plus élevées. J'ai envie de lui dire, il faut arrêter tout de suite parce que vous n'êtes pas au niveau. Quand on a comme seul message à porter au pays, d'abord de stigmatiser, de revendiquer ce terme, une partie de son propre peuple, on n'est pas au niveau. Non, c'est le parti qui l'a visé. D'accord. Et votre programme. Très bien, il ne faut pas être idiot. Quand on stigmatise, comme il le dit lui-même, un parti politique, on stigmatise de fait les électeurs qui vont avec, ainsi que les dizaines de milliers d'adhérents, militants, candidats, etc. Deuxièmement, je veux dire, M. Valls, effectivement, s'est impliqué dans cette campagne. Il l'a nationalisé, et donc il devra en tirer les conséquences. Avec quelle responsabilité, donc? Mais il devra partir. Son objectif, c'est que le FN soit bas et que le PS soit haut. Si c'est tout l'inverse, c'est-à-dire si le PS est bas et que le FN est haut, il devra partir. Au bout d'un moment, on ne peut pas tout espérer. Parce que si... Ce sera votre message de dimanche soir. Imaginez, si sa campagne était un succès, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Bon. Et si, effectivement, demain, le FN était bas et le PS très haut, vous imaginez bien ce qu'il dirait. Il dirait tout de suite, c'est grâce à moi, c'est grâce à mon implication. Bon. En revanche, si c'est un échec, eh bien, il doit en tirer les mêmes conclusions. Ce sera aussi de son fait. Et donc, il devra être responsable. En tout cas, moi, j'ai été choqué du fait de voir François Hollande dire avant même l'élection, quoi qu'il se passe, rien ne changera. Je trouve que c'est là l'inverse de la démocratie, l'inverse de ce qu'on attend, là aussi d'un responsable politique. Bref, il y a eu beaucoup de médiocrité dans cette campagne, beaucoup d'énervement, beaucoup même de... Chez vous aussi de la médiocrité? Non, je ne crois pas du tout. Non. On a évoqué certains candidats qui étaient assez peu reluisants, reconnaissez-le, avec des dérapages racistes, homophobes. Que nous avons condamnés, mais qui sont tout à fait marginaux numériquement. Des sanctions sans aller jusqu'à l'exclusion. Si, ils seront exclus. Ils seront exclus? Bien sûr. Numériquement, c'est très marginal. Ça existe dans tous les mouvements. Si on prend la peine de chercher, on en trouve partout. Et on en a déjà cité plusieurs à l'UMP, au PS, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on a essayé d'élever le niveau sur le fond, sur les grands enjeux. Je vous parlais du département, des politiques publiques. En face, vous citiez l'islamisme, justement. On a eu quand même, excusez-moi, je finis juste la phrase, un torrent de médiocrité de la part notamment de M. Valls, qui s'est énervé, qui n'est pas capable de garder ses nerfs, qui n'est pas capable d'être serein et qui n'est plus capable de faire d'occuper sa fonction. Quand est-ce qu'il a le temps de travailler, d'être Premier ministre, de s'occuper des vrais problèmes, des vraies préoccupations des Français, le chômage et le reste? Quand est-ce qu'il travaille? Jamais. Au Conseil des ministres jeudi, il y aura un texte sur le renseignement pour renforcer les outils de la police. Est-ce que vous approuvez ces mesures qui vont permettre donc en fait à nos agents d'utiliser dans la légalité certains outils électroniques pour donc essayer de prévenir des attentats qu'ils utilisent déjà hors de toute légalité? C'est une loi qui ne nous impressionne pas parce qu'elle se concentre, si vous voulez, sur les communications, télécommunications, Internet. Bon, c'est un aspect du sujet. Et j'ai le sentiment que le gouvernement cartonne Internet parce qu'il a la capacité d'agir, parce que techniquement... Non, pas seulement, là, il s'agit d'aller voir les communications, les SMS, etc., les téléphones. De permettre la géolocalisation des véhicules. Voilà, mais on reste dans ce domaine des communications, télécommunications, parce qu'on a le progrès technique pour le faire, donc on sait faire, à peu près, et encore, puisqu'on a déjà vu que 5 sites ont été retirés pour la première fois, qu'il y a un des 5 qui s'est retrouvé immédiatement sur une page Facebook dans son intégralité, donc on voit que même techniquement, c'est loin d'être au point. Mais... d'abord, ça pose un problème. On ne peut pas se limiter dans une politique de lutte contre le terrorisme à Internet, aux communications, télécommunications. Mais il n'y a pas que ça, puisqu'il y a eu des embauches qui ont été annoncées justement pour une surveillance humaine aussi. Mais il faut aller sur le dur des problèmes. Au bout d'un moment, une politique, c'est aussi, par exemple, d'avoir des frontières. Mais ça, c'est du concret, c'est du réel, de savoir qui rentre sur son territoire, de maîtriser les trafics d'armes de guerre. C'est un grand avantage de Schengen, dit le ministre de l'Intérieur. Grâce à Schengen, nous avons des informations sur les gens qui transitent. C'est formidable, ça c'est vraiment renverser la situation. Donc grâce à Schengen... Sans Schengen, sans système d'information, on serait sourd et aveugle, dit Bernard Cazeneuve. C'est vrai que sans frontières, on est sourd et aveugle. Donc c'est à cause de Schengen qu'on est sourd et aveugle. Je crois qu'il essaie d'inverser. Tout à fait récemment, vous avez vu que les ministres européens de l'Intérieur ont décidé de renforcer les controles sur le pourtour de la zone. C'est un échec total. On vient d'apprendre que sur les 2 premiers mois de 2015, l'immigration clandestine avait explosé de 250% vers l'Union européenne. Donc on voit bien que Frontex et Schengen, c'est un échec absolu, qu'il faut avoir des frontières. Et là, j'en reviens au dur, avoir des frontières, réarmer notre État. Nos forces de police, de gendarmerie, de renseignement. Le renseignement a été très accablé par la politique d'austérité depuis des années sous Sarkozy, puis sous Hollande. Il a perdu beaucoup de moyens et beaucoup d'effectifs et ça n'est pas restauré. Et puis le dur, c'est de lutter contre le terreau de cet islamisme et donc de ce terrorisme, et notamment le communautarisme.
Ils recrutent dans le communautarisme et les dérives communautaristes. Et puis l'autre terreau, c'est notre politique étrangère qui est absurde. On ne peut pas continuer d'avoir les meilleures relations du monde avec des puissances comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite qui financent en sous-main l'islamisme et le terrorisme islamique. Là, ça, c'est une politique globale. Là, on se contente, on ne va pas gérer le terrorisme sur un clavier d'écran. C'est important aussi, pas suffisant. Vous savez que l'endoctrinement se fait sur les sites Internet, vous le savez. Non, c'est souvent un complément. Mais il y a aussi une mosquée, généralement, qu'on doit surveiller, dont il faut surveiller les prêches. Non, il y a un réseau, il y a des hommes, il y a du réel, il n'y a pas que du virtuel. Les sites Internet, et on voit comment Internet est utilisé aujourd'hui, les réseaux sociaux, par le groupe État islamique. Vous l'avez vu, hein, pour propager ces idées épouvantables. Et le ministre de l'Intérieur, justement, a interdit 5 premiers sites. Et le ministre de l'Intérieur considère que vous n'aimez pas la République, car par vos refus, certains de vos refus sont synonymes d'affaiblissement de la France face au terrorisme. Vous condamnez toujours l'interdiction de certains sites islamistes ? On ne condamne pas l'interdiction de certains sites islamistes. On dit qu'on est attaché aux libertés numériques, qu'il faut même les sacraliser, parce que autant cibler quelques sites, bien sûr ça existait déjà avant, ça existe demain un peu plus, s'il faut les tant condamner, mieux. La meilleure solution, ce n'est pas de les interdire. Non mais d'accord, mais moi je ne voudrais pas qu'au passage, on en profite pour faire une sorte de Patriot Act, comme on dit, c'est-à-dire une surveillance généralisée, où un jour on commencera par les sites terroristes, puis quelques années plus tard, on ira sur d'autres sphères, et ce sera finalement tout ce qui dérange, tout ce qui n'est pas dans la ligne, qui sera plus ou moins muselé, interdit, surveillé. Et ça posera un problème. Donc je veux dire, il faut mettre des garde-fous quand même. Il y en a, vous savez, dans la loi, dans la loi sur le renseignement, par exemple. Administrative. Oui. Ça ne me suffit pas. Une haute autorité administrative, soi-disant indépendante, on voit que les hautes autorités en France ne sont jamais totalement indépendantes, il ne faut pas se leurrer. Il faut que la justice soit là. On ne peut pas exclure totalement la justice de ce processus. Notamment, j'ai appris qu'on utiliserait davantage une balise d'interception de proximité, comme ils disent, hein, qui peut capter tous vos SMS, vos communications téléphoniques dans des dizaines, voire des centaines de mètres alentour. Là, ça pose un problème. Il faut que ce soit extrêmement surveillé, ce genre d'appareil. Donc vous n'approuvez pas ce texte qui vient au Conseil des ministres jeudi sur le renseignement, vous ne l'approuvez pas, vous ne le voteriez pas. Je l'approuve s'il y a les garde-fous. Il y a des garde-fous juridiques. Et je l'aurais surtout approuvé s'il y avait eu une politique globale, comme je l'ai dit, sur le dur, les frontières, l'immigration et le communautarisme notamment. Alors, le maire UMP de Chalon-sur-Saône a décidé de supprimer le menu de substitution dans les cantines scolaires de sa ville le jour où il y a du porc. Est-ce que vous approuvez cette décision qui est condamnée par la ministre de l'Éducation nationale? Oui, ils passent leur vie à condamner, à invectiver. Enfin, il faudrait qu'ils fassent autre chose, les ministres aussi en France, hein, qui travaillent un petit peu. Notamment dans l'Éducation nationale, elle a beaucoup de travail, Madame Najat Vallaud-Belkacem, si elle veut. Alors là, vous approuvez cela? Non, mais je dis qu'un maire est libre de faire ce qu'il veut, qu'une cantine scolaire n'a pas à s'intéresser à la religion, que son seul critère, j'ai envie de dire, c'est l'accès social. Et le deuxième critère, c'est l'équilibre alimentaire pour les enfants, pour qu'ils mangent correctement au moins un repas par jour à la cantine. Mais là, par exemple, ce jour-là, à Chalon, le petit musulman, il ne pourra pas manger. Non, mais c'est pas la cantine scolaire de s'adapter. Voilà, ça peut exister dans certaines villes. Si ça existe et que le maire décide que ça existe, ça existe. Si ça n'existe pas, mais souvent, je veux dire... Alors dites-le franchement, vous approuvez? Mais il fait ce qu'il veut. Oui, j'approuve sa décision, il fait ce qu'il veut. Bon, d'accord. Il fait ce qu'il veut. Je veux dire, au bout d'un moment, mais je ne sais pas quelles sont ses motivations réelles, mais il ne faut pas se leurrer, on n'est plus dans les années 50. La cantine scolaire aujourd'hui, souvent vous avez déjà 2-3 menus. Les cantines se sont modernisées, mais même pas pour des questions religieuses, tout simplement parce que ça permet, on sait que les enfants ont des goûts difficiles, parfois qu'il y a des allergies, etc. Donc des goûts pour tout le monde, et il faut veiller à l'équilibre alimentaire à la cantine. Parce qu'aujourd'hui, menu de substitution. Demain, horaire de substitution dans les piscines, hein, entre hommes et femmes on séparera, ou comme on l'a déjà fait dans certaines villes, puis jour férié de substitution, hein, comme on l'a voté outre-mer, c'est dans la loi Macron, où on remplace certains jours fériés traditionnels français par des jours fériés religieux, et puis loi de substitution. Voilà, c'est ça l'engrenage du communautarisme. Et moi, je veux pas. Je veux la République, je veux la laïcité et je veux pas le communautarisme. Alors, Nadège Puljac va arriver maintenant. Donc, on va voir quels sont donc vos arguments pour l'élection qui se joue dimanche et la semaine prochaine. On voit cela. Et d'abord, on s'est interrogé sur d'autres motivations, peut-être extra-départementales, de votre parti pour cette élection. C'est l'enquête signée Jérôme Rabier. C'est une image dont le Front National rêve dans de nombreux cantons. Laurent Lopez est pour l'instant l'unique, le seul conseiller général à porter l'étiquette FN. Mais au soir du 29 mars, cela va sans nul doute changer, comme l'espère Marine Le Pen. Nous atteindrons un seuil fracassant,
celui qui permettra la qualification de nombre de nos candidats au second tour. Et nous serons les maîtres de l'élection. Alors que le Front National se veut premier parti de France dans les urnes, il l'est déjà en nombre de candidats. 1912 binômes présents dans 93% des cantons. Loin devant ses adversaires, une nouveauté pour un parti longtemps en déficit d'implantation locale. Le Front National est devenu vraiment une force politique nationale, c'est vraiment le Front National. Il est présent partout et il veut montrer à travers cette présence qu'au fond à la fois il n'a plus de problème de vivier de candidats et continuer à tisser son réseau local qui lui a été jusqu'à présent assez bénéfique. Dans la lignée des municipales, le FN veut transformer l'essai, mais dans une élection peu favorable à son isolement sur l'échiquier politique, le parti sait qu'il sera difficile d'enlever des départements. C'est dans l'Aisne, le Var et le Vaucluse que repose son plus grand espoir de l'emporter. Mais loin de s'enflammer, les frontistes se fixent un objectif plus que raisonnable. Si nous passons la barre des 20%, alors nous allons être présents dans un nombre spectaculaire de second tour. Sous-estimer son score, 10 points sous les sondages qui placent le Front National autour des 30%, une stratégie qui lui permettra d'être au centre du jeu au soir des résultats. En fixant un objectif raisonnable en termes de pourcentage, voire en termes de conquête de département, eh bien Marine Le Pen est à peu près sûre, certaine de ne pas être démentie dimanche soir et d'apparaître véritablement comme la gagnante de ce premier tour des départementales. Mais en réalité, c'est bien le statut de premier parti de France que le FN espère conforter pour prolonger la lancée des européennes et se concentrer sur les futures échéances électorales qui seront les régionales en décembre et la présidentielle en 2017. Voilà, c'est une perspective qui vous fait sourire, hein, Monsieur Philippot. Alors Nadège Puljac nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Monsieur Philippot. Bonjour. Alors on le voit dans les sondages et puis dans le sujet qu'on vient de regarder. Apparemment vous allez gagner beaucoup d'élus dans ces départementales. L'ambiance est à l'euphorie au Front National? Ah non, pas à l'euphorie, non, l'ambiance est à l'optimisme, c'est vrai. On est en tout cas sur le terrain, on se bat, on fait campagne, on bat campagne et on espère avoir un maximum d'élus départementaux. D'ailleurs, on en appelle à la participation la plus large possible parce qu'on nous vend depuis des jours et des jours une forte abstention, comme si on l'a souhaité. Enfin, nous disons, rien n'est fait. Vous voyez le mal partout, décidément. Ah bah si, je sors de plusieurs débats où la première question c'était pourquoi y aura-t-il une forte abstention? Mais on n'en sait rien. C'est ce qu'indiquent les sondages, ils indiquent que vous risquez... Tant que ça n'est pas fait, chacun peut décider d'aller voter alors qu'il avait fait le choix de ne pas voter jusqu'ici. En tous les cas, selon les sondages, c'est important de voter. 30%, on annonce 30% pour le FN. Et là, on vient de voir Marine Le Pen qui nous parle de la barre de 20%. Pourquoi ce décalage? Parce qu'on a fait nos calculs. Pour faire une bonne surprise, pour donner l'impression d'avoir une bonne surprise dimanche. Pour que l'euphorie vraiment soit visible dimanche soir. Non, on a fait nos calculs, si vous voulez. À partir de la barre de 20% au niveau national, on sait qu'on provoque un maximum de second tour. Voilà, souvent en duel, parce qu'il y aura peut-être pas beaucoup de triangulaires, souvent en duel, mais en tout cas beaucoup de second tour. Et c'est important, bien sûr, pour, déjà, peut-être que ça éliminera notamment le Parti socialiste de beaucoup de second tour, et puis ça nous permettra d'avoir des victoires ensuite au second. Je reviens juste aussi sur un point, l'histoire de premier parti de France, etc. De toute façon, nous serons le premier parti de France. Parce que... Ah bah c'est l'euphorie, c'est bien ce qu'on disait. Non, parce que attendez. Pour nous mettre parfois dans certains sondages devant, à quelques points près, ils sont obligés d'agréger, vous avez remarqué, UMP, UDI, divers droites, etc. Donc parfois même plusieurs candidats... L'UMP, UDI... Non, l'UMP et l'UDI partent, je crois qu'ils sont ensemble dans 97% des départements. Parfois même divers droites, c'est-à-dire des candidats, plusieurs candidats dans un même canton, qu'on met dans un même agrégat. Donc moi je dis qu'est-ce qui sera d'ailleurs annoncé sur les chaînes de télévision dimanche soir? Parce que si on agrège tout cela... C'est un accord, ils sont ensemble... Mais c'est pas un parti ça. C'est pas un parti. Voilà, le Front National, lui, il part sous ses propres couleurs. Il a 7650 candidats. Alors, les bons résultats au départemental, Monsieur Philippot, est-ce que ça préfigure des bons résultats en 2017? Déjà avant 2017, il y a les départementales, on verra ce que ça donne. Rien n'est fait. Pour l'instant, il n'y a pas une personne qui a voté. Donc rien n'est fait, mais vous avez l'air très... Non, mais on va... optimiste, moi je dis jusque euphorique. Non, on n'est pas euphorique vraiment. Je pense qu'on est toujours la tête froide. Mais contrairement à M. Valls, on garde nos nerfs. Nous, on est des gens sérieux, on travaille. Et en même temps, on vise un maximum d'élus départementaux. Avant cela, avant 2017, il y aura ensuite les régionales. Les régionales en décembre. Je peux vous dire qu'on partira clairement à la conquête des régions. Notamment du fait qu'il y a un mode de scrutin
qui permet d'envisager plusieurs victoires. Alors, attendez, dans ces grosses nouvelles régions. Ah, vous nous dites que vous ne visez pas de département. Non mais c'est ça que je voudrais vous poser comme question, parce que bon, on a bien compris, vous venez de tout de suite passer à l'étape suivante, les régionales, vous espérez remporter des Non, parce que régions. vous m'avez parlé de 2017, mais avant, il y a les régionales. C'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je voudrais revenir au départemental. Alors, vous allez avoir beaucoup d'élus, 20%, 30%, on verra bien. Mais ce qu'il faut, c'est gagner, pour avoir vraiment le pouvoir dans les départements, gagner les présidences des départements. Est-ce que vous allez faire des alliances avec l'UMP? Est-ce que vous pensez pouvoir en faire? Parce que Nicolas Sarkozy a été très ferme sur la question. Celui qui fait une alliance avec vous, il est exclu du parti. Non, mais on ne vise pas d'alliance avec l'UMP ni avec quiconque. Bon, et comment vous allez faire alors pour les présidences? Ce sont des partis avec lesquels nous ne partageons pas de valeurs ni de projet pour la France. Non, lorsqu'il y aura des majorités relatives dans des départements et que le Front aura des élus, eh bien, après le second tour, donc, quand les élus auront été élus, par définition. Voilà. Et ça sera donc le troisième tour. Exactement, voilà. L'élection des présidents et des exécutifs. Le grand marchandage. Non, justement, on va éviter, on ne va pas faire du marchandage, nous. Nous, on ira sur le fond du projet. C'est-à-dire qu'on aura une petite charte de 5 ou 6 maximum engagements de fonds sur les compétences départementales. Par exemple, ne pas augmenter les impôts départementaux pendant toute la durée du mandat, comme on le fait dans nos villes. Il y a même plusieurs de nos villes qui les ont déjà baissés. Ben, à ce moment-là, il faut qu'ils fassent la même chose dans leur ville. Parce qu'eux, ils augmentent les impôts locaux dans leur ville. Nous, on les baisse. Et comme on l'a fait à Hénin-Beaumont, déjà 15% de baisse de la taxe d'habitation. Ça, c'est du concret. Ensuite, par exemple, développer l'APA pour les personnes âgées, les politiques de solidarité, plus de protection et donc de sécurité dans les collèges, ça relève aussi tout le monde sera d'accord. Et puis un point très politique, la survie du département. Par rapport à l'engagement à se battre pour la survie du département comme collectivité de proximité. Ce que vous disiez tout à l'heure, parce qu'il par rapport aux grosses régions. En 2020. Voilà. Mais alors, attendez. Et on proposera cette charte. Et si il y a des élus pour faire une majorité avec nous, on proposera à tout le monde. Eh ben, tant mieux, ça permettra d'améliorer. Non, ça permettra d'améliorer le quotidien des habitants et des Français, tant mieux, dans un département. S'ils ne veulent pas, ils feront leur tambouille UMPS comme d'habitude, ensemble. Mais ils prendront leurs responsabilités devant les Français, devant les électeurs. Nous, on aura proposé un mieux, en tout cas, pour la vie quotidienne. Enfin, on constate quand même que vous dites que vous ne voulez pas augmenter les impôts, mais en même temps, vous allez améliorer la situation pour les personnes âgées, pour les jeunes, vous avez un programme. Renforcer les services publics de proximité. Voilà. Ouais. Comment vous allez faire? Vous allez trouver de l'argent où? Parce que vous oubliez un point de notre projet qui s'appelle la lutte contre les gabegies et faire des économies. Ça ne suffira pas pour financer tout ce que vous annoncez. Et notamment le renforcement des aides sociales. Vous avez vu que la Cour des comptes a montré que 80% des dépenses de fonctionnement des départements, 80%, ce sont les aides sociales que vous voulez renforcer. Non, mais on veut notamment aider les familles face à la dépendance. Développer l'aide à domicile, par exemple, la domotique, les méthodes, le fonctionnement moderne. Uniquement sur des économies. Eh bien, il faudra peut-être augmenter les impôts. Non, dans nos villes, on a démontré qu'on pouvait faire cela sans augmenter les impôts. Je veux dire, des économies, il y en a quand même pas mal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des postes superflus. En période de crise et d'austérité, par exemple, la communication. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin d'un budget de communication dans un département aujourd'hui. Par exemple, les effectifs. C'est pas rien comme dépense, les effectifs. Ça a explosé avec la décentralisation, mais pas seulement. On a des fonctionnaires territoriaux. Par les départs en retraite, on peut mieux gérer les effectifs et arrêter la croissance des effectifs. Ça, c'est sur la durée. Ça va assez vite, parce que là, ça va assez vite. On est quand même dans une période de papy-boom. Ou de mamie-boom d'ailleurs, souvent, et il se trouve qu'on peut aller assez vite de ce point de vue-là. 3, la lutte contre la fraude au RSA, qui est une des principales fraudes en France. Elle n'est pas véritablement menée, mais lutte, par exemple, sur la question de la fausse domiciliation, dissimulation de revenus, non-respect des engagements d'insertion. On sait qu'il y a plusieurs manières de frauder, il faut y aller, il ne faut pas craindre de je ne sais quelle explosion sociale à tel ou tel endroit parce qu'on dérangerait un système frauduleux. Non, il faut y aller au cœur parce que la fraude, c'est un vol. C'est un vol par rapport à ceux qui en ont vraiment besoin, aux plus nécessiteux et aux plus méritants. Et puis, il y a beaucoup d'autres choses. On a externalisé certains services. Il y a des entreprises qui ont travaillé là-dessus et qui se sont rendues compte que quand on réinternalise, ça coûte moins cher. Il faut faire la même chose dans les collectivités départementales. Voilà, beaucoup de postes d'économie possibles. En même temps, je vais vous dire, le seul vote utile dans cette élection, on l'a bien vu l'hystérie gouvernementale. Ce sera le vote Front National Rassemblement Bleu Marine. On a bien vu que l'UMP était en dehors des écrans radars. L'UMP est complice.
Parce que le gouvernement c'est ne une craint en formule. aucune manière, le gouvernement ne craint en aucune manière le score de l'UMP. Ça ne l'intéresse absolument pas. Vous croyez que les... Attendez, il y a quand même En des sondages revanche- qui vous mettent à 30, mais je crois même qu'il y a un sondage qui met l'UMP devant vous. Non, bah, Sondage justement. de l'IFOP, du Figaro. Non, c'était le Harris Europe 1 Interactive, mais lundi. c'est C'est le Harris Interactive qui place l'UMP un petit Alors peu devant justement, vous. on tombe dans la petite arnaque que je vous disais. C'est pas, si vous avez regardé dans le détail, c'était UMP plus UDI plus divers droite. Donc plusieurs candidats dans un même canton qu'on agrégé dans un résultat et avec tout cela, ils passaient un tout petit peu devant Oui, le mais front. quand même, le résultat de la course, c'est que vous êtes derrière. Non, mais ça, c'est pas les mêmes candidats. Donc ils ne pourront pas avoir deux candidats au second tour. Donc on voit que ça ne Alors, marchera pas. Bon, vous endurguissez ce soir. Non, Vous mais avez ce que je répété dis, c'est d'être que- le premier parti de France d'une manière Mais, écoutez, incontestable. Mais alors, ceux qui à veulent quoi mettre, ça- je finis juste à cette quoi phrase ça- à sur le quoi vote ça vous utile. sert, puisque vous êtes un parti avec qui on ne peut pas passer de compromis? Non, mais ceux qui veulent mettre une petite fessée électorale à Manuel Valls, c'est pas Ne avec parlez lui. pas de fessée, ça va être interdit. Bah justement, celle-ci n'est pas encore interdite par le Conseil de l'Europe, la fessée électorale, on peut encore la faire, on peut se permettre ça. Eh bien, c'est pas en votant UMP. Je crois qu'ils auront compris. Bon, c'est en votant Front National. En revanche, on le mettra dans un niveau d'angoisse et on le fera cauchemarder. C'est pas plus mal. Puis je crois qu'il mérite ça aujourd'hui, le Premier ministre. Donc je pense que, et en même temps, c'est un vote utile pour sauver le département. C'est le seul vote clair, parce que l'UMP, on ne connaît pas bien leur position sur le département. Je pense qu'ils sont plutôt pour sa disparition, comme le PS. Au moins, le Front National, il a dit les choses clairement. Il est pour la survie du département. En revanche, il ne veut pas des grosses régions coûteuses. Il souhaite même que les régions n'aient plus d'élus propres. Voilà, Alors, ça fera des économies. Monsieur Philippot, on imagine un département présidé, géré par vous-même, le FN. La première mesure que vous prenez, c'est quoi? Je pense que la toute première, pour être honnête, ce sera un audit financier pour savoir où on en est. Il faut être sérieux. Je pense qu'ensuite, il faudra lancer un signal clair sur les politiques de solidarité, notamment vis-à-vis de nos personnes âgées. On a parlé du reste à charge pour les familles concernant la dépendance. On a parlé du maintien à domicile, le montant de l'APA. On pourra essayer de le revaloriser au cas par cas. Il faudra regarder parce qu'effectivement, il y a des budgets derrière. Mais je pense que les personnes âgées aujourd'hui, qui sont un peu les oubliés du grand âge, j'ai vu qu'elles manifestaient d'ailleurs aujourd'hui, les retraités, les petits retraités souffrent de plus en plus de cette politique d'austérité et vont souffrir demain. Parce que quand Bruxelles nous annonce qu'on va ajouter 30 milliards d'euros, qu'elle demande 30 milliards d'euros d'austérité en plus d'ici 2017, en plus des 50 milliards déjà programmés, il faut bien que quelqu'un paye les 30 milliards d'euros justement, d'austérité. faut bien que quelqu'un paye, Ça va mais être vous les nous- familles, l'armée, les vieux, les jeunes et tout le monde, et les services publics. Vous-même, vous ne dites pas comment vous payez cela, ce que vous annoncez. Mais vous nous n'avez ne pas sommes dit tout pas à l'heure. Vous avez dit des économies et la traque aux fraudeurs. Ça ne suffira pas. Mais bien sûr que si, ça suffit. Dans les départements, la liste des économies que je vous ai faite, je vous ai fait au moins 5 ou 6 Un postes service de d'économie. communication. Non, je vous ai fait 5 ou 6 postes d'économie qui sont considérables. Et en face, nous ne parlons pas de dépenses de dépenses incommensurables ou insurmontables. Et bien sûr que tout cela est cadré département par Vous savez que les département. départements craquent déjà avec le poids des prestations sociales qu'elles versent aujourd'hui. Les départements servent quasiment uniquement à ça aujourd'hui. Mais parce que le département, parfois et souvent, n'a pas fait cet effort d'économie qu'il doit faire sur la mauvaise dépense publique pour favoriser la bonne dépense publique. C'est une question de réallocation de la dépense publique. Mais concernant les 30 milliards d'euros d'austérité, nous disons que ce système est stupide. On va en parler, on en reviendra. Juste, je voudrais savoir, quel département, parce que ça, on ne l'a toujours pas dit, quel département vous pensez pouvoir rattraper? Ça, on laisse les projectionnistes du parti. Allez, mouillez-vous. Non. Vous avez un plan là dans la tête, vous savez exactement quelles économies il faut faire. J'ai pas de plan sur les victoires du Front National, parce que les Français vont voter. Notre but, c'est d'avoir un maximum d'élus départementaux. Et si on a un ou plusieurs départements, ce sera cerise sur le gâteau. Parce qu'aujourd'hui, je rappelle qu'on n'a qu'un seul sortant sur toute la France, sur 4000 élus. Voilà. Donc la marche est très haute. Comment ça se passe? Il faut que les Français se mobilisent. Ça dépend d'eux. Comment ça se passe au Front National? Est-ce que les élus ont toute l'attitude pour décider au niveau local ce qu'ils veulent faire, ou bien est-ce que c'est un parti centralisé? Le sommet dit à la base, voilà ce qu'il faut faire. Non, nos maires, on prend l'exemple de nos maires, de villes de plus de 10 000 habitants, et c'est la libre administration des mairies Front National comme partout ailleurs. Et d'ailleurs, un sondage a démontré qu'ils étaient... L'opinion est bonne, oui, mais si c'était mauvais, on parlerait on que de ça. 73% si c'était mauvais, on parlerait que de ça pendant une demi-heure. Donc je dis aussi qu'on il arrive que les électeurs ne se déjugent pas, Florian Philippot. Oui, mais comparé aux villes de même taille gérées par l'UMPS, c'est moins bon. 73% chez nous sont satisfaits de leur maire, 66% dans les villes UMPS, 74% estiment que l'argent est bien géré, c'est 59% dans les villes UMPS. Vous les connaissez par cœur, mais vous ne voulez pas nous dire quel est le département que vous visez en premier? Je le connais parce que je trouve que c'est bien comme résultat d'avoir au bout d'un an un aussi bon bilan. Pas à la question de Michel. Non, sur le département, je vous ai répondu. Je ne suis pas Madame Irma, voilà, je peux pas. D'accord. Merci Nadège. Le PS et l'UMP, en tous les cas,
semble incapable de trouver la parade face à la progression du Front National. Là, vous serez d'accord, Perrin Philippot. Samia de Chir a enquêté dans ces deux partis pour savoir comment localement, mais pas seulement, on cherchait la parade et avec quels arguments. Face à la vague bleu marine annoncée au départemental, le Parti socialiste contre-attaque. Il y a d'abord eu l'alerte lancée la semaine dernière par Manuel Valls. J'ai peur pour mon pays. J'ai peur qu'il se fracasse face contre le Front National. Un discours repris en boucle par les responsables nationaux du parti. Mais pour Elsa Di Meo, l'enjeu est aussi d'agir au niveau local. Sa ville de Fréjus est aujourd'hui dirigée par le Front National. Elle a participé à l'élaboration d'un livret envoyé à tous les candidats socialistes. Un document censé leur servir d'outil pour contrer point par point le programme et le bilan du parti de Marine Le Pen. Prenons l'exemple de Fréjus, des baisses de près de 20% des budgets scolaires par enfant. Non pas de budget fantaisiste, mais de budget qui très directement impacte le quotidien des écoliers dans les écoles de ma ville. Qu'est-ce que ça veut dire demain pour des départements dirigés par le Front National? Des réductions drastiques des budgets des collégiens par exemple. Ça veut dire également la suppression d'un certain nombre de services. J'entendais hier Marine Le Pen d'ailleurs dire qu'elle était prête à supprimer la gratuité des livres dans les collèges. Si les socialistes veulent mettre la montée du FN au centre du débat, l'UMP semble vouloir faire l'inverse. Pour Éric Deliger, coordonnateur aux élections départementales, la meilleure stratégie contre le Front National, c'est de ne pas en parler. Nous ne nous battons pas contre les autres, nous nous battons pour défendre nos idées sur le terrain. Donc on n'occulte pas, mais on n'a pas à parler toujours des autres, on doit parler de soi, on doit parler de ses projets, on doit parler de sa politique, et on n'est pas là pour faire la promotion des autres. Mais à l'UMP, certains aimeraient que leur parti soit plus offensif face au Front National. Inquiet de voir le FN arriver au second tour dans tous les cantons de son département, le sénateur Gérard Longuet a écrit à tous ses électeurs « Retrait de l'euro, instrumentalisation de l'immigration ». Il y explique pourquoi le vote FN conduirait selon lui à la catastrophe. J'ai mes convictions personnelles, j'aime beaucoup l'UMP, mais je ne me sens pas obligé de penser comme l'UMP à tout moment. Et j'ai voulu écrire par moi-même parce que je ne voulais pas dire autre chose que ma conviction profonde. Ma conviction profonde, c'est que le Front National ne donne aucune chance de réussite à notre pays. Une décrédibilisation du Front National validée par la plupart des économistes, pour qui l'application du programme du parti ne ferait qu'aggraver la crise économique. Voilà donc pour la riposte de l'UMP et du PS au niveau départemental, deux approches différentes, on l'a vu, même si les deux partis se retrouvent pour juger que votre programme au niveau national entraînerait un chaos. J'ai pas vu deux approches différentes, j'ai vu exactement la même approche, incapable de parler de la France, ils parlent tous du Front National. Je rappelle que Mme Di Meo du Parti Socialiste, plus elle s'implante à Fréjus, qui donne des leçons à David Rachin qui lui a été élu, puis ensuite élu sénateur, plus elle s'implante à Fréjus, plus son score s'effondre. Donc ce qui prouve qu'elle n'arrive pas à convaincre les électeurs. Bon, en tous les cas, Perrine. Quant aux économistes, beaucoup sont parfaitement d'accord avec nous, notamment sur le protectionnisme et la fin de l'euro. Perrine. Ils sont quand même assez partagés, les économistes. Oui, il y a un débat. Ouais, voilà. Au moment où la France, Florian Philippot, retrouve de l'attractivité, est-ce que vous souhaitez toujours sortir de l'euro? Comment la France retrouve de l'attractivité? Elle ne retrouve pas l'attractivité. Les investissements étrangers sont en hausse? Non, le nombre d'investissements a augmenté. Mais, plus 8%. Voilà, en termes de nombre d'emplois, ça a baissé de 14%. C'est-à-dire que ça a créé, je crois, 25 500 emplois contre 29 000 en 2013. Ça crée encore des emplois. Oui, mais ça en crée moins. Donc en fait, l'attractivité de la France a baissé. J'ai vu que la nouvelle agence Business France, c'est ça? Ils n'auraient pas pu trouver un nom français au passage. Projets qui vont voir le jour ça aurait été mieux. Qui vont produire à peu près 25 000 Non, mais ça, c'est la com et l'enfumage de Business France. J'aurais aimé qu'on garde un nom français, ça aurait été mieux pour une agence publique. Pour vous? Mais bien sûr, parce que la réalité, c'est qu'on baisse le nombre d'emplois. C'est comme ça. La réalité, c'est qu'il y a quand même des investisseurs étrangers qui reviennent en France. On a bien vu des patrons de grandes sociétés internationales à la table de l'Élysée autour de François Hollande lundi matin. Oui, d'accord, mais ça aussi, c'est de la com. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même peu d'investissements. Il y a une réalité derrière la com. Oui, mais il y a peu d'investissements. Je vous dis, en nombre d'emplois, ça baisse et 25 000 emplois en un an, c'est quand même très peu. Pour un pays comme la France, de 65 millions d'habitants. Alors, est-ce qu'ils s'en réjouir ou pas? Mais pourquoi vous dites qu'ils reviennent alors que ça baisse? 8%. De nombre de projets. Oui, de nombre. Mais vous ne connaissez pas la valeur des projets. Mais après, il y a des projets. En tout cas, on voit que c'est moins d'emplois. Il y a des projets qui peuvent se pérenniser et après, permettre de maintenir l'emploi. Par exemple, des rachats d'entreprise, ça ne crée pas forcément des emplois, voilà, mais ça permet de maintenir aussi des emplois. C'est ça. En France, donc si c'est pour dépecer l'économie française, comme on l'a vu, non mais attendez, l'aéroport de Toulouse pour la Chine, Lafarge, la Suisse, Alstom Energy, les Américains, Club Med, la Chine. Là, on nous annonce Dailymotion, le site français le plus visité au monde sur Internet,
Les Chinois qui sont sur... Et le gouvernement ne fait rien. Lui, il laisse faire tout ça, voire il encourage, puisque M. Macron était ravi que l'aéroport de Toulouse soit vendu aux Chinois. Bravo, à quelques mètres. Il vous a répondu déjà, sa société d'exploitation. C'était la condition pour que les Chinois achètent des Airbus. Ça s'appelle du chantage, ça. Et je ne sais pas que nous, quand nous achetons des produits ou des marchandises aux Chinois, en même temps, on demande, on exige que des aéroports chinois deviennent français. Vous voyez, ça n'existe pas. Les contreparties n'existent jamais. Donc la France ne profite pas aussi de la mondialisation? Mais non, écoutez, ça fait 10 ans qu'on est en sous-croissance. Non, elle pourrait en profiter si elle s'armait dans la mondialisation. Parce que la mondialisation, c'est un fait. Elle pourrait s'armer, elle le fait avec l'innovation, la recherche. Eh bien, et par exemple, moi j'aimerais qu'on développe aussi, non seulement qu'on rende la France plus attractive pour l'investissement étranger, mais le bon, pas les rachats d'entreprises à tout va, les vrais investissements productifs. Par exemple, quand une usine vient véritablement s'implanter en France. Donc vous dites aux investisseurs étrangers, ça vous avez le droit de faire, ça vous n'avez pas le droit de faire. Il y a un État qui doit être capable un tout petit peu de défendre les intérêts nationaux, c'est vrai, bien sûr. Et en même temps, développer l'investissement national. Et pour cela, il faut redonner des armes à notre pays dans la mondialisation. Parce qu'on se bat les mains derrière le dos face à des pays qui ont des armes. Par exemple, ils ont l'arme de leur monnaie. C'est le cas de 95% des pays du monde. En sortant de l'euro, on aura des armes, donc de l'argent pour investir en France. Quand l'euro baisse, et je m'en réjouis, parce qu'on le demandait, il baisse aussi pour l'Allemagne. Donc on ne retrouve aucune compétitivité par rapport à l'Allemagne. Alors que si on avait des monnaies nationales, on retrouverait la compétitivité par rapport à l'Allemagne, qui est quand même notre principal concurrent. Et vous n'avez pas peur que si on faisait du protectionnisme... Il y a une fuite de capitaux, au contraire? Absolument pas. Je pense qu'aujourd'hui, la zone euro est dans la tourmente. La grande majorité des économistes pensent. La seule zone dans le monde qui ne s'est pas remis de la crise et qui fait de la sous-croissance depuis que la monnaie unique existe, c'est justement la zone euro. Mais il y a aussi le protectionnisme. Si on pouvait de temps en temps au moins avoir des frontières, il ne s'agit pas de les fermer, mais en avoir pour maîtriser la concurrence déloyale, ça serait nous mettre à jeu égal par rapport aux autres puissances mondiales. Faire du patriotisme économique. Moi, j'aimerais qu'on puisse obliger l'État, les collectivités, les entreprises publiques à acheter prioritairement, quand ça existe, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans les services, français ou produits en France. Mais vous savez que le protectionnisme, c'est aussi à double tranchant. C'est-à-dire que ça touche aussi nos exportations. On a des sociétés en France qui exportent. Mais quel rapport? Les autres pays le font, le protectionnisme. Vous savez qu'entre 2013 et 2014, la Commission européenne a révélé que 170 mesures nouvelles de protectionnisme avaient été mises en place dans le monde. Je n'ai pas vu que l'Union européenne ou la France prenait des mesures de rétorsion. Donc nous, on serait les dindons de la farce éternelle. On ne pourrait jamais rien faire. En Europe, vous dites, pas uniquement les Français. On ne pourrait jamais rien faire, nous. Par contre, les autres feraient ce qu'ils veulent. Ils le font. Oui, ils ne sont pas bêtes. Ils défendent leurs intérêts, leur emploi, leur valeur ajoutée. Puis, créer de l'investissement national pour développer les emplois et l'industrie et les nouvelles technologies en France. En France, on a une énorme épargne. Et le Front National va travailler là-dessus. Je pense qu'il faudrait proposer, pour un rendement rentable, vu que ce soit intéressant pour les Français, d'allouer l'épargne nationale vers l'investissement national des nouvelles technologies, les start-up. J'aimerais qu'en France, on soit une terre de création, d'innovation. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui. Pas assez. C'est assez salué dans le monde, notamment aux États-Unis, où la filière des nouvelles technologies est assez en pointe. Et on salue beaucoup également l'émergence en France des nouvelles technologies. Parce qu'on a des jeunes formidables, qu'on a encore des bonnes écoles et des bonnes universités. Ils sont déjà assez aidés par les pouvoirs publics. Je crois que la France est un pays de cocagne. Mais on a assez aidés. Oui, mais non, ils ne disent pas tout ça. Ils disent pas tout ça. Mais c'est aussi une question d'environnement, effectivement. Mais on a quand même loupé le train des nouvelles technologies. On est très peu présent dans de grands secteurs de l'avenir, quelques-uns mis à part. Je ne veux pas dénigrer ce qui se fait. On a de bons chercheurs et de bons ingénieurs et de bons ouvriers. On a loupé quoi? Par exemple, on n'est pas très présent dans le domaine de l'informatique, globalement, des logiciels. On n'est pas très présent là-dessus. Et on n'est pas très présent, on est de moins en moins présent, et je ne voudrais pas qu'on le soit totalement demain, dans la valorisation de l'espace maritime, alors qu'on a le deuxième espace maritime du monde. Voilà, là, on devrait être très en pointe. On a quand même le deuxième espace maritime, 11 millions de kilomètres carrés derrière les États-Unis. Ça, c'est un secteur où on devrait investir massivement pour l'avenir. L'Union européenne, la zone euro, ça peut permettre aussi de bénéficier du plan d'investissement Juncker. 315 milliards d'euros. Et là, les start-up sont sollicitées, se sont bousculées d'ailleurs. Elles se bousculent, elles ont toutes déposé leurs projets. Il y aura sans doute 8 à 10 milliards d'euros qui vont tomber pour la France, dans les secteurs par exemple de la transition énergétique, des liaisons entre Roissy et Paris, entre les deux aéroports. Ça, c'est positif. Non, ce plan Juncker, c'est du vent. Et je vais vous dire une chose. On a réalloué des sommes qu'on a mis. Toutes les entreprises qui se sont précitées pour déposer des projets. Mais je comprends qu'elles aillent au guichet, c'est normal. Je ferai la même chose. Elles vont se faire avoir ? Non, elles auront l'argent. Mais elles auront l'argent qui vient d'où ? Qui n'est pas créé à Bruxelles, qui ne vient pas de l'Europe, de l'argent qui vient de la France. Parce que je rappelle quand même, l'argent, il ne tombe pas du ciel. L'argent de l'Europe, comment il vient ? Il faut quand même revenir à la pédagogie. 21 milliards d'euros sont donnés chaque année par l'État français au budget de l'Union européenne. Donc 21 milliards partent de Paris vers Bruxelles, pour faire simple. Et reviennent en France 13 milliards.
Donc au passage, hop, on garde 8 milliards à Bruxelles, on en reverse en Europe de l'Est et en Europe du Sud, on en reverse aussi pour payer les salaires des commissaires européens et de l'administration. Et la France ne récupère que 13, dont ces plans-là, dont la PAC, etc. Alors, attention, elle en perd 8 parce que, par an. attention aux chiffres, on peut leur faire dire souvent beaucoup de choses. Non, Une ça chose et c'est un son chiffre contraire, hein. qui est assez vérifié, vérifiable et facilement d'ailleurs. Et 8 milliards par an, je rappelle que sur un quinquennat, ça fait 40 milliards. Alors après, on nous parle de, on cherche 150 millions là. Non, là, c'est déjà 40 milliards d'euros qui ne servent strictement à rien, qui sont perdus par la France et les Français. C'est pour ça que le plan Juncker, ça me fait rire. Enfin, ça me fait pleurer plutôt. Au moment où le commissaire en charge de l'euro vient demander à la France 30 milliards d'euros, hein, et où Manuel Valls, d'ailleurs, je crois qu'il va à Bruxelles, Manuel Valls. Quelle attitude doit-il adopter, selon vous, demain devant la Commission européenne? Un peu de fierté. Parce que là, je pense qu'il va chercher sa liste de courses, qui sera écrite en allemand probablement d'ailleurs. Hein, et il va rendre des comptes. Elle sera sans doute écrite notamment par ou en anglo-américain, l'ancien ministre, Pierre Moscovici. Oui, c'est ça aussi, oui. Qui donc donnera des leçons alors que lui-même a été incapable de redresser l'économie française. On voit bien que ce système-là, il arrive en bout de course. Non seulement il ira chercher sa liste de courses, toutes les réformes épouvantables qu'il va devoir mettre en place en France. Et on sait que dans les cartons de Bruxelles, on ne manque pas d'imagination en matière de réforme ultralibérale. Ça a donné la loi Macron, ça donnera la loi Macron 2, puis la loi Macron 3. Et puis il rendra des comptes. Parce que Bruxelles a demandé, là, pour les mois qui viennent, 4 milliards d'euros d'austérité en plus. Alors ils en ont déjà trouvé un, c'est de vendre des participations dans Safran, une entreprise stratégique française. Vente que nous avons critiquée parce qu'elle se fait en dépit du bon sens et contre les intérêts stratégiques de la France. Mais il s'agit de faire plaisir à Bruxelles. Or, je rappelle que l'austérité non seulement déprime la croissance et l'emploi, mais en plus, elle ne fait pas baisser la dette et les déficits, elle fait augmenter la dette et les déficits. Donc c'est perdant, perdant, perdant. Bon, et vous êtes quand même d'accord qu'il va falloir faire quelques économies en France, hein, et que notre niveau de déficit public est suffisamment élevé. Bien sûr. Donc, premièrement, dans quel domaine? Alors, d'abord, une dette, c'est un numérateur et un dénominateur. Donc il faut regarder aussi le PIB, le dénominateur. Donc il faut recréer de la valeur et de la croissance en France. Donc changer de politique économique, c'est le réarmement dont nous parlions. Créer de la croissance, aider nos PME, voilà, soulager nos PME, nos créateurs d'entreprises. d'entreprise. Sur quoi on fait des économies? Par exemple, tout à l'heure, sur le millefeuille territorial, vous avez dit qu'il faut sauver le département, les régions, etc. On ne touche pas au millefeuille territorial? Si, tout à fait. Ah, nous sommes, nous, attachés à un millefeuille, comme vous dites, qui ne soit plus un millefeuille, qui soit un 3 feuilles. Commune, département, État-nation. Donc les régions, l'intercommunalité, tout ça en balaye. L'intercommunalité à marche forcée, certainement pas. L'intercommunalité qui crée 200 000 emplois doublons, certainement pas non plus. Les régions, pas les grosses régions, parce que ce sera encore plus cher et ce sera lointain. J'imagine, moi, je pense aux Français qui vivront à des centaines de kilomètres de leur nouvelle capitale de région. Des centaines, il ne faut pas exagérer. Ah, c'est possible. Si, moi, je serais région Alca, la Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne. Quand vous êtes en Champagne-Ardenne par rapport à Strasbourg, la nouvelle capitale, vous êtes honnêtement très loin. Et donc vous êtes en dehors des écrans radars, forcément. Les régions ne doivent pas avoir d'élus propres. Ça devrait être une coordination de départements avec une réunion des élus départementaux régulièrement. Elles ne devraient pas non plus avoir un minimum de compétences. La proximité revient au département, le stratégique revient à l'État. Et supprimer donc tous les organismes para-administratifs autour de la région, par exemple les conseils économiques et sociaux régionaux, qui sont globalement inutiles et qui coûtent très cher. Et puis, en face, nous avons quoi? Nous avons comme modèle intercommunalité, région, grosse région, Europe. Europe fédérale, supranationale. Ça, c'est le modèle de l'UMPS. Ça n'est pas le modèle français ni le modèle républicain. Petite dernière question, parce que je crois qu'on arrive au terme de l'émission. Est-ce que vous allez faire le ménage au niveau du Parlement européen, dans les assistants parlementaires européens? Ça a été pointé par Monsieur Schulz, qui travaillent et qui sont rattachés au siège de votre parti, notamment à Nanterre. Il n'y a aucun ménage à faire. Ils sont parfaitement dans les clous. C'est pas parce que le socialiste... Il y a une enquête en cours, hein. Non, il n'y a pas d'enquête en cours. C'est Monsieur Schulz, à 8 jours des élections, député socialiste. Il n'est rien d'autre que cela. Hein. Député allemand socialiste Schulz, qui a été convoqué par son copain Valls dans sa croisade hystérique contre le front pour lui demander d'intervenir 8 jours avant les élections françaises. C'était quand même téléphoné. Une manip entre Valls et le Parlement européen. Personne n'est dupe. Nos assistants parlementaires, ils sont parfaitement dans les clous. Ils ont le droit aussi d'être militants politiques à côté, donc d'apparaître pour certains dans un organigramme politique du Front National. Ça n'a rien d'extraordinaire. Oui, mais il y a des règles assez strictes, hein, Bruxelles. Oui, mais ces règles-là sont parfaitement respectées. En revanche, nous avons découvert que l'assistant accrédité de M. Schulz, il travaillait dans une agence de voyage du SPD en Allemagne, le parti allemand. Il a même quelques problèmes, j'ai vu dans la presse allemande maintenant, M. Schulz. Donc c'est l'arroseur arrosé. D'accord. Moi, mon assistante accréditée, elle vit à Bruxelles, elle travaille à Bruxelles ou à Strasbourg. La vôtre peut-être, mais d'autres peut-être pas. Voilà, on verra la suite de cette enquête qui a été annoncée en tous les cas. Je ne sais même pas s'il y aura une enquête en réalité. On verra. Merci. Une fois les élections passées. Merci, M. Philippot. Merci à vous. Merci à tous. Bonsoir et à très vite.